Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission intitulée Géostratégiques avec Pascal Boniface, notre spécialiste en géopolitique, que j'aurai donc le plaisir d'interviewer sur tout un tas de sujets liés à l'actualité internationale. Géostratégique, c'est aussi le nom de ces bandes dessinées dont l'intégrale est sortie il y a quelques mois. Peut-être un petit mot, Pascal, au sujet de ta bande dessinée. Oui, avec Tommy, illustrateur et ami, on a voulu rendre plus accessible la géopolitique pour que tout le monde puisse s'en saisir. Et donc, on a publié 4 tomes et l'intégrale, c'est les tomes 1 et 2 qui ont été réunis en octobre. Et avec aussi une autre bande dessinée qui est sortie en septembre sur le conflit israélo-palestinien. Au programme de notre petit tour du monde aujourd'hui, nous allons faire un long trajet entre les États-Unis et l'Iran. C'est le gros sujet d'actualité internationale ces dernières semaines. Que cherche réellement à faire le président américain à Téhéran ? Nous ferons ensuite une escale en Palestine-Israël avec l'adoption d'une nouvelle loi très controversée par la Knesset, c'est le Parlement israélien. Nous en discuterons avec Pascal tout à l'heure. Enfin, nous finirons notre tour du monde à Cuba, où les habitants sont plongés dans une crise énergétique et sanitaire majeure depuis presque 3 mois. Alors Pascal, à l'heure où nous tournons, nous sommes au 33e jour de conflit opposant les États-Unis à l'Iran, qui a commencé donc le samedi 28 février dernier, après des semaines de menaces d'intervention militaire de la part des États-Unis et Israël en Iran. Alors il s'est passé beaucoup de choses en l'espace d'un mois. On continue de recevoir des alertes sur nos téléphones. Aujourd'hui même, de nouvelles annonces de Donald Trump. La dernière en date, c'est qu'il menace les pays européens de se retirer de l'OTAN s'ils ne s'engagent pas à l'aider à débloquer le détroit d'Ormuz. Alors, pour rappeler rapidement, le détroit d'Ormuz, il est situé dans le golfe Persique. Il représente 50% des réserves prouvées en pétrole et 40% en gaz, mais c'est aussi une importante voie commerciale empruntée par plus de 30% du commerce mondial de pétrole. Alors, ce 2 avril, c'était aussi la première allocution de Donald Trump à la nation américaine depuis le début de la guerre. On regarde un extrait. Aujourd'hui, cela fait 1 mois que l'opération américaine a débuté, l'opération intitulée Fureur épique. Elle cible l'État numéro 1 sponsor du terrorisme dans le monde, l'Iran. Ces 4 dernières semaines, nos forces armées ont frappé de façon ciblée, efficace et rapide les installations ennemies avec une vitesse et une rapidité et une efficacité jamais vues auparavant. Ils n'ont plus d'armée de l'air, ils n'ont plus de chef, du moins la majeure partie, sont maintenant morts. Leur leadership n'est plus là. Les gardiens de la révolution islamique ont été décimés. Leur capacité à lancer des drones et des missiles a été grandement obérée. Ils n'ont quasiment plus de lance-missiles. Jamais dans l'histoire de guerre, un pays n'a souffert autant de coups durs et aussi fort, aussi rapidement que l'Iran. Depuis les 5 ans que je suis président, nous gagnons plus que jamais auparavant. Avant d'évoquer plus en détail la situation, j'aimerais remercier nos troupes pour le travail qu'elles ont réalisé en Iran et au Venezuela, en l'espèce de quelques minutes. C'était rapide, c'était violent, c'était respecté partout dans le monde. Lors de mon premier mandat, j'ai reconstruit notre armée. Nous avons la meilleure armée du monde, de loin, et maintenant nous travaillons avec le Venezuela. C'est un partenariat à 2 que nous avons avec le Venezuela qui fonctionne très bien, qui nous permet de produire plus de pétrole et de gaz. Ce sont des réserves extrêmement importantes qu'il y a au Venezuela, les deuxièmes les plus importantes derrière les États-Unis. Nous sommes complètement indépendants du Moyen-Orient. Et pourtant, nous continuons à aider la situation au Moyen-Orient. Nous n'avons pas besoin de cela, mais nous sommes là pour aider nos alliés.
Pascal, quand on écoute Donald Trump, on a l'impression d'une situation sous contrôle. Est-ce que son discours reflète réellement le rapport de force actuel avec l'Iran ou est-ce qu'on est dans une forme de communication politique ? Il y a vraiment un fossé entre ce qu'il dit et la situation réelle. On est vraiment dans la vérité alternative. Selon lui, l'Iran est sans défense, ne peut plus rien espérer et il contrôle entièrement la situation. Et en même temps, il demande à négocier, il demande l'aide des pays européens. Si tout se passait comme prévu aussi bien qu'il le disait, il n'aurait pas besoin de l'aide des pays européens. Et en fait, il veut réouvrir le détroit d'Ormuz qui était ouvert avant qu'il ne commence sa guerre. Donc en fait, la situation, y compris d'un point de vue américain, s'est empirée depuis le début de la guerre, ce qui est très difficile à admettre pour Donald Trump, qui n'aime pas admettre qu'il a échoué. Et là, l'échec est patent, total. Donc voilà, comme à son habitude, il a un discours officiel. Et en fait, quand on voit la réalité, c'est un peu l'empereur aux habits neufs. Tu sais, cet empereur où tout le monde dit « Ah, quels beaux habits, c'est magnifique ». En fait, il est à poil. En fait, Trump est un peu à poil par rapport à la situation dans le détroit d'Ormuz. Donc un décalage total entre son discours et la réalité sur le terrain. Un discours triomphaliste et un échec patent, puisque la guerre devait être fraîche et joyeuse. Il devait amener la démocratie, la libération du peuple iranien en quelques heures. Et en fait, les gardiens de la révolution ont encore plus accru leur emprise sur le pouvoir. L'Iran a souffert de bombardements, mais n'est pas à genoux. Et en fait, ce sont les pays alliés des États-Unis qui ont souffert de bombardements. Et donc, en fait, on voit que c'est Trump qui demande la négociation et c'est l'Iran qui dit « Non, moi, je ne vais pas négocier avec vos négociateurs habituels parce qu'en fait, j'ai plus confiance en eux et je veux choisir avec qui je négocie. » Quand on capitule, on ne choisit pas avec qui on négocie d'habitude. Finalement, pas de mention d'un retrait des États-Unis de l'OTAN comme il l'avait annoncé dans son allocution. Il affirme que les États-Unis n'ont pas besoin d'Ormuz. Concrètement, est-ce que c'est crédible ? Quelle est aujourd'hui la dépendance réelle des États-Unis à ce détroit et plus largement au système mondial ? Alors, en tant que tel, les États-Unis n'ont pas besoin effectivement du pétrole qui passe par les détroit d'Ormuz, qu'ils sont autosatisfaisants. Ils ont une production pétrolière qui fait leur consommation. Donc, c'est plutôt effectivement les pays asiatiques, les pays européens qui, eux, importent du pétrole. Mais en même temps, il a besoin que l'économie de ces pays marche parce que ce sont ses partenaires, ses clients. En même temps, il a besoin que les bombardements sur les pays du Golfe arrêtent parce que c'est ce que demandent les pays du Golfe qui ne voulaient pas de cette guerre et qui sont assez fâchés parce que même le ministre des Affaires étrangères d'Oman, qui est plutôt un pays très modéré, pas du tout le front du refus, a dit en fait on avait presque un accord et les frappes iraniennes sont en fait inexcusables mais étaient inévitables à partir du moment où les États-Unis bombardent l'Iran. Donc il se met un peu tout le monde à dos sauf Israël dans cette affaire et c'est pour cela qu'il a le sentiment un peu de paniquer au point d'insulter un peu tout le monde, y compris des insultes hors de propos par rapport à MBS, l'homme fort d'Arabie Saoudite, qui va laisser des traces qu'on n'insulte pas aussi violemment et aussi publiquement le prince héritier, qui est pas seulement le prince héritier de l'Arabie Saoudite et l'homme fort de l'Arabie Saoudite, qui est aussi un partenaire personnel de Donald Trump. Alors d'habitude, on était habitué à ce que Trump insulte tout le monde, mais pas ceux qui donnent de l'argent. Pas ses partenaires financiers. C'est pour moi un signe de plus qu'il perd le contrôle à la fois de la situation, mais aussi de lui-même. Justement, est-ce que Donald Trump n'est pas lui-même, on se pose la question, en train de réaliser qu'il s'est engagé dans une stratégie plus risquée que prévu ? Oui, il s'est fait berner par Israël. Il pensait que, vu la différence de puissance entre les États-Unis et l'Iran, et en plus les États-Unis et Israël et l'Iran, il pensait vraiment que ça serait réglé en 48 heures. Que le succès qu'il a eu au Venezuela allait se répéter. Sauf que l'Iran n'est pas le Venezuela. Et même si tu tues le guide suprême et plusieurs chefs de ministres, en fait, il y a un système et donc ils sont remplacés par d'autres et le système tient toujours, même s'il est effectivement impopulaire, même s'il n'a le soutien que de 20% de la population iranienne. Mais il ne suffit pas de tuer une dizaine ou une vingtaine de dirigeants pour mettre à bas un système qui est solidement accroché, ne serait-ce que par la répression. Et donc il a fait une erreur d'interprétation, d'analyse majeure. D'ailleurs, le chef d'état-major des armées américaines lui avait dit de ne pas y aller. Mais il ne l'a pas écouté. Et il a écouté les idéologues qui disaient « on va le faire, ça va être facile ». Et puis il a suivi Netanyahou. Alors, Donald Trump promet une baisse rapide des prix de l'énergie. C'est ce qu'il a annoncé hier soir dans son discours, enfin ce soir dans son discours, dans son allocution à la nation américaine. Mais quand on voit l'impact immédiat des tensions sur le pétrole, les prix ont flambé. Ce matin, encore à 11h, les prix du baril Brent, donc de la mer du Nord, ont grimpé à 7,28%. Est-ce que ce discours tient encore finalement ?
Pour ceux qui y croient, oui, il y a des gens qui pensent que Trump a raison et qui ont la foi du charbonnier. D'autres qui regardent la réalité. Les prix du pétrole vont baisser. Ils étaient à 60 euros, 60 dollars le baril. Ils sont à 100, 120. Non, ils ont monté. Et puis, plus grave encore, c'est que quand les bombardements vont s'arrêter, s'ils s'arrêtent rapidement, le temps de faire redémarrer la production, l'acheminement, donc les cours vont rester importants assez longtemps. Alors, d'un point de vue national américain, il peut dire génial, parce que comme le pétrole de schiste qui est produit aux États-Unis est très cher à extraire, quand le cours du baril est à 60 dollars, il y a très peu de rentabilité pour les majors pétrolières américaines. Il faut compter à peu près 40-45 dollars de coût d'extraction, alors que le coût d'extraction du baril de pétrole en Arabie Saoudite est à 2-3 dollars, par exemple. Donc, si ça monte à 100-120 dollars, ça devient rentable. Sauf que les cours ne sont pas nationaux, ils sont mondiaux. Et que les citoyens américains, eux, payent des cours mondiaux et qu'ils ont vu le prix du gallon lorsqu'ils font leur plein d'essence augmenter de façon très importante, et que ça, c'est le sujet majeur. Rappelez-vous, en 92, George Bush pense qu'il a gagné la guerre froide, qu'il a gagné la guerre du Golfe, que c'est génial, mais le prix de l'essence augmente, et il y a Bill Clinton qui arrive et dit « It's economy stupid ». Et donc, les succès internationaux de George Bush n'ont pas suffi à le faire réélire, et il a perdu après un seul mandat, ce qui est plutôt rare aux États-Unis. Donc, en fait, le problème de Trump, c'est que l'augmentation du prix du pétrole vient miner sa popularité auprès de sa base électorale. Dans ce contexte, Israël intensifie ses opérations au sud du Liban, officiellement contre le Hezbollah, mais des civils meurent chaque jour. Est-ce qu'on est face à une coordination régionale ou à une dynamique qui risque d'échapper à tout le monde ? Alors en fait, il y a deux domaines distincts. En Iran, il y a une coordination entre Israël et les États-Unis, et si les États-Unis arrêtent de frapper l'Iran, Israël arrêtera aussi. Au Liban, en fait, Israël agit seul. Ils agissent sans les États-Unis et contre l'avis de tout le monde, parce que je ne suis pas sûr que les Américains qui ont des intérêts. L'université américaine de Beyrouth a été fermée parce qu'elle était menacée. Et je ne parle pas de la France, qui est quand même censée être l'ami du Liban et qui regarde ça un peu quand même de loin. Et donc là, pour le Liban, c'est un agenda purement israélien qui veut éradiquer le Hezbollah comme ils ont voulu éradiquer le Hamas, avec le succès et les résultats que l'on voit. Et il y a un risque très réel parce que les bombardements israéliens sur le Liban, on y est habitué. Et d'habitude, ils bombardent, ils s'en vont, les habitants reviennent et reconstruisent les maisons. Là, ils ont déjà détruit entièrement des villages, et on voit que le plan, c'est d'annexer une partie du Liban, le sud Liban, entre la frontière israélienne et le Litanie. Ils avaient déjà fait ça en 78. Et après 78, ils avaient fait une zone d'occupation de fait avec des milices chrétiennes qui les aidaient. Après, quand ils sont partis, ils ont abandonné leur propre sort. Et donc, on voit que l'objectif israélien, c'est d'occuper une partie du Liban. Est-ce qu'ils pourront éradiquer le Hezbollah comme ils le souhaitent ? On a vu que pour le Hamas, ça n'a pas aussi bien marché. Et en tous les cas, il y a quand même 10% de la population du Liban qui a dû fuir ses maisons. Et des gens qui étaient soignés, qui ont dû fuir l'hôpital. Donc ça va laisser des traces profondes, et c'est extrêmement dangereux pour le Liban, qui est déjà en état de fragilité économique et sociale très grande. Alors que peut faire Donald Trump maintenant à l'heure actuelle pour très compliqué se pour lui. sortir de cette situation? Il est là, il est venu au casino, il a perdu. Alors il peut continuer à jouer et perdre encore plus qu'il n'a déjà perdu. Ou alors il peut se dire, bon, j'arrête là, je limite mes pertes et je reconnais. Donc il peut très bien dire... J'ai tout gagné, le régime iranien a changé, c'est plus les mêmes, ils mangent dans ma main, ils m'embrassent les fesses, tout ça, donc c'est parfait. Et jamais de leur vie, les États-Unis ont été aussi sûrs qu'aujourd'hui, grâce à ma politique qui a tout réussi. Bon, tout le monde ne le croira pas, mais enfin, il peut sauver la face. Ou il peut dire l'escalade. Mais l'escalade, c'est quoi ? Il n'a pas assez de soldats pour envahir l'Iran. Il y avait quand même 160 000 ou 200 000 soldats qui ont envahi l'Irak en 2003. L'Iran, c'est 3 fois plus grand, 3 fois plus peuplé. Il n'a que 15 000 soldats disponibles, donc il ne va pas y arriver. Ou il peut saisir l'île de Karg, c'est une escalade, mais là, il va faire des soldats qui seront là-bas des cibles. Donc en fait, il n'a pas trop de solutions, et plus le conflit dure, plus il sera difficile pour lui d'en sortir la tête haute. Comme on l'évoquait tout à l'heure, la Knesset, donc le Parlement israélien, a adopté une loi ce lundi 30 mars instaurant la peine de mort pour les terroristes, entre guillemets. Concrètement, Pascal, qui est visé par ce texte ? Les terroristes, enfin, quand on sait que pour les forces armées israéliennes, tout Palestinien est un terroriste potentiel, on peut dire que tout le monde est visé. Pour l'instant, quand même, il y a eu beaucoup de civils palestiniens qui ont été tués par l'armée, qui ont été tués par les colons. Il n'y a jamais eu des militaires ou des civils israéliens qui ont été effectivement jugés, ne serait-ce que jugés. Et aucun de ceux-là n'a été condamné. Donc, de toute façon, dès le départ,
la peine ne concerne que les Palestiniens, ne concerne pas éventuellement des Israéliens qui eux aussi commettraient des actes terroristes, et qu'on vient s'attaquer à des civils sans défense, c'est du terrorisme. Donc on voit bien que c'est une loi qui est spécifique, mais je dirais, alors ça a créé beaucoup de protestations, y compris parmi les soutiens habituels d'Israël en France, mais en fait ce permis de tuer existe sans le faire officiellement. Parce que ce qu'on appelle une exécution extrajudiciaire, quand des militaires tirent sur des civils palestiniens, il n'y a pas de jugement, on dit c'est des terroristes, mais qui le prouve? Est-ce qu'ils ont été jugés? Est-ce qu'on a apporté des preuves? Et donc, en fait, la peine de mort existe de fait déjà. Là, ça vient légaliser ce qui existe déjà. Donc, en fait, j'irais pas... la peine de mort n'existait pas en Israël, qui disait que nous sommes une démocratie un peu occidentale, nous avons les mêmes valeurs, mais ils ont tué, sans parler des bombardements sur Gaza, mais en dehors de Gaza, en Cisjordanie ou ailleurs, on a vu, ça a été très largement documenté, y compris par des organisations pacifistes israéliennes, par des organisations de défense des droits de l'homme israéliennes, que, eh bien, en fait, des gens, des fois, pour s'amuser ou juste par vengeance, tiraient de façon purement gratuite sur des civils palestiniens qui allaient au ravitaillement ou qui passaient par là. On a d'ailleurs les chiffres de l'ONG israélienne B'Tselem qui dit que 96% des Palestiniens jugés par les tribunaux militaires sont condamnés. Alors, ce qui frappe aussi, c'est que même une partie de l'opposition ne rejette pas le principe de la peine de mort. Cette loi a été adoptée à 62 voix pour et 48 contre. Est-ce que ça traduit une radicalisation plus large de la classe politique israélienne? Depuis assez longtemps, depuis 2001, la classe politique israélienne n'a cessé d'évoluer vers la droite, vers l'extrême droite. Ceux qui sont au pouvoir, c'est ceux qui recommandaient l'assassinat de Rabin. Quand même. Netanyahou était sur un balcon, sur une place publique, un mois avant l'assassinat de Rabin, avec des gens qui manifestaient en mettant Rabin en usant nazi, en disant que Rabin était un fédayine. Et Netanyahou ne disait rien. Et Ben-Gvir et Smotrich, ces deux ministres extrémistes, et sont de la même famille idéologique que celui qui a physiquement tué Rabin. Et bien sûr, le 7 octobre, les attentats du 7 octobre ont encore plus poussé à droite. Donc oui, il y a effectivement... En fait, on dit qu'il y a beaucoup d'opposants à Netanyahou en Israël. Mais ce sont des opposants internes. Ils sont opposés à sa corruption, ils sont opposés à sa réforme de la justice, ils sont opposés à sa volonté de rester au pouvoir tout le temps. Mais combien revendiquent vraiment le droit des Palestiniens à avoir un État ou avoir des droits tout simplement? Ils sont formidables, admirables, mais très minoritaires. Le blog indépendant Ya'ani rappelle toutefois donc, que les voix contre ne reposaient pas nécessairement, comme vous l'avez dit, sur un rejet de principe, en citant par exemple le chef de l'opposition au Parlement, Yair Lapid, qui affirme ne pas être opposé à la peine de mort en tant que telle, mais au fait que la loi non rétroactive ne pourrait pas s'appliquer aux auteurs des attaques du 7 octobre. On est dans le détail quand même. On est dans le détail, exactement. Cette loi donc, s'inscrit dans un système où coexistent donc, tribunaux civils israéliens donc, qui ne sont pas concernés par cette peine de mort et tribunaux militaires en Cisjordanie. Est-ce qu'on est face à une justice à deux vitesses? On est face à pas de justice en fait. C'est même pas une justice à deux vitesses, c'est pas de justice. Israël peut mettre en prison des Palestiniens en détention administrative sans dire pourquoi ces gens-là sont emprisonnés, sans qu'ils puissent avoir forcément accès à un avocat et avec une peine de prison de 6 mois qui est renouvelable sans avoir d'explication à donner. C'est une loi d'ailleurs qui suit la loi coloniale imposée par les Britanniques pour lutter contre les Juifs à l'époque. Donc on ne peut pas parler de justice dans ces cas-là. On a beaucoup fait sur on ne peut pas parler d'otages, mais des gens sont faits prisonniers sans qu'ils sachent eux-mêmes ce qu'on leur reproche. Cette évolution politique s'appuie, donc l'évolution politique en Israël s'appuie aussi sur une opinion publique qui est majoritairement favorable donc à la peine de mort. Est-ce que ça rend toute inflexion politique quasiment impossible aujourd'hui? Ça va être difficile parce qu'effectivement, il y a un soutien populaire aux politiques de force de Netanyahou. Normalement, quand même, après 7 octobre, où il a failli, c'est quand même lui qui était en charge. C'est lui qui n'a pas assuré la sécurité d'Israël en dégarnissant Gaza pour aller aider les colons en Cisjordanie, en n'étant pas assez attentif au mouvement de Gaza. Donc, il aurait dû être mis en cause, mais en fait, il a toujours le soutien. Et plus la guerre continue, en fait, la guerre continue parce que tant qu'il est en guerre, il a le soutien de la population. Et effectivement, quand dans un pays en guerre, la population se radicalise. Et donc, c'est malheureusement obligatoire. Et donc, les Israéliens qui sont sensibles au sort des Palestiniens sont extrêmement minoritaires.
Et certains parlent même d'un durcissement structurel du système à l'égard des Palestiniens, d'une loi qui s'inscrit dans un régime, je cite, d'apartheid déjà à l'œuvre. Est-ce que cette loi marque un tournant dans la manière dont Israël conçoit la justice dans les territoires ? Alors, elle marque un tournant une fois encore, c'est que la peine de mort existe déjà de fait. Là, on la rend légale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je lirais ça avec autre chose, lorsque Israël a interdit les processions chrétiennes le jour de la fête des rameaux, ce qui est très important. Ça veut dire simplement qu'Israël se moque de toute réaction internationale. C'est que même les alliés occidentaux qui ne pouvaient que protester par rapport à la peine de mort, au moins les Européens, pas les États-Unis, qui l'appliquent également, et tous les pays chrétiens qui protestaient contre l'interdiction de procession chrétienne pour la fête des rameaux, c'est-à-dire qu'Israël, même vous qui êtes mes amis, même vous qui êtes mes alliés, même vous qui ne me critiquez pas pour ce que je fais à Gaza, vous voyez, je n'ai rien à faire de ce que vous pensez, je fais absolument ce que je veux, uniquement en fonction d'un électorat le plus dur israélien, et donc c'est un sentiment total d'impunité, et en fait un bras d'honneur fait y compris à ses alliés. On termine avec une autre actualité. Les Cubains sont confrontés à des coupures d'électricité à répétition. Les transports sont paralysés. Il y a des pénuries alimentaires. Et pour cause, Washington maintient une pression économique extrêmement forte sur Cuba depuis 2 mois. Alors, Pascal, est-ce que tu peux nous rappeler un peu le contexte ? Pourquoi un blocus pétrolier imposé par les États-Unis à Cuba ? Alors, il y a un embargo américain sur Cuba depuis la prise de pouvoir de Castro, enfin peu après la prise de pouvoir de Castro, et après surtout la crise des missiles en 62. Donc ça fait très longtemps c'est un embargo qui n'est pas total, certains pays européens pouvaient négocier, et là, Trump a durci en disant, vous n'avez plus le droit, par exemple même le Mexique, qui envoyait du pétrole à Cuba, Trump lui a dit, si vous continuez, je vous mets des sanctions financières. Donc la présidente du Mexique a envoyé à titre personnel une aide à Cuba, mais le Mexique ne veut plus envoyer du pétrole en tant que tel, de peur de sanctions américaines, et le Venezuela, qui en a envoyé auparavant, ne peut plus du fait du changement de régime. Donc en fait, l'idée, et Marco Rubio est un fils d'immigrés cubains qui avait fui le régime castriste, donc il a vraiment un agenda personnel, l'idée c'est asphyxier totalement l'île, pour qu'elle collapse et que le régime soit renversé. Mais ça peut survenir ou ça peut aussi créer une crise humanitaire réelle avec la crainte d'un nouveau Haïti où la situation devient totalement incontrôlable, ou aussi avec la crainte que les immigrés américains qui viennent de Cuba, des familles, viennent racheter très facilement des terres, des habitations à Cuba pour s'implanter à la place des Cubains. Donc des familles américaines. Des familles américaines d'origine cubaine. Deuxième question qui fait écho à l'actualité, étant donné qu'un pétrolier russe, l'Anatoly Kolodkin, est arrivé à Cuba cette semaine avec près de 730 000 barils de pétrole. C'est la première livraison depuis presque 3 mois pour l'île. Ce qui est intéressant, c'est que cette arrivée, elle a eu lieu avec l'accord de Donald Trump, ce qui est une situation assez paradoxale vu que les États-Unis maintiennent une pression économique très forte sur Cuba, mais ils laissent en même temps un pétrolier russe accoster. Qu'est-ce que ça traduit finalement ? C'est un aller-retour, c'est très contradictoire. Est-ce que c'est en fait un clin d'œil aux Russes qu'il veut faire, ou est-ce qu'il s'est dit non, en fait, je ne peux pas faire tomber totalement l'île et que c'est la crainte du chaos total s'il n'y a plus rien du tout. Donc en fait, il fait souffrir à petit feu. Voilà, il faut que le régime tombe, mais que ça soit peut-être pas tout d'un coup brutal, et donc il y a un étouffement en espérant que en fait les régimes cubains se disent bon, écoutez, on a compris, on peut plus rien faire. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Est-ce qu'ils voulaient qu'on fasse comme le Venezuela, qu'on change nos dirigeants et qu'on mette des dirigeants pro-américains à notre place ? Et malgré cette livraison, les stocks restent très insuffisants. Comme vous l'avez dit, cette cargaison ne représente que environ 9 à 10 jours de consommation pour le pays. C'était Géostratégiques avec Pascal Boniface. Merci d'avoir suivi cette émission avec nous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse de l'actualité internationale. À bientôt.